Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Selon les derniers chiffres officiels, il existe 5,4 millions de Marocains résidant à l'étranger. Et si on y ajoute les Marocains non inscrits sur le registre consulaire, ce nombre serait porté à environ 6,5 millions de nos compatriotes vivant hors du Maroc. De juillet 2022 à novembre 2024, Sa Majesté le roi Mohamed VI a évoqué 2 fois les Marocains du monde dans ses discours, demandant à mettre en place des structures d'accompagnement qui seraient dédiées à cette importante partie de la population marocaine. 6 millions de personnes en moyenne sur une population de 37 millions d'individus, c'est environ 18% de la population locale. C'est énorme. Jadis, le Maroc avait coutume de ne s'intéresser qu'à cette population qu'à travers les fameux transferts d'argent qu'ils envoyaient au Maroc. Puis, à l'aube du millénaire, les choses avaient commencé à évoluer par la mise en place de structures d'accueil de plus en plus performantes durant l'été, puis l'installation de procédures d'accompagnement ou d'allègement administratif, financier ou autres, pour ceux de nos Marocains du monde qui souhaiteraient effectuer des démarches administratives ou réaliser des investissements. Dans son dernier discours, Sa Majesté le Roi est allé encore plus loin en annonçant la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, puis d'un mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. Cela conforte notre communauté à l'étranger et cela réconforte ses membres. En un mot, une profonde et exhaustive transformation des politiques publiques en direction et en faveur des Marocains du monde est en passe d'être lancée par le gouvernement. Nous en parlerons lors de cette émission avec 2 connaisseurs de la communauté des Marocains du monde. Mohamed Abdi, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes ancien haut fonctionnaire en France et vous êtes aussi, et surtout, pour ça que vous êtes là, expert en politique publique. Jamal Belharach, bonsoir, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la Maison de la Diaspora ici au Maroc. Merci à vous deux d'être avec nous. On commence par vous, Mohamed Abdi. Alors, un état des lieux de la communauté marocaine à l'étranger, chiffres, lieux, profils. Oui, d'abord, il faut souligner Après, je vais vous poser une question à tous les deux, la question qui me turlupine toujours. Est-ce qu'on peut parler de diaspora ou peu? Alors, on commence déjà par l'état des lieux. L'état des lieux. D'abord, il faut juste souligner une chose qui, pour moi, est quelque chose de très important, c'est le discours de Sa Majesté, qui, à l'occasion de la célébration de la fête de la Marche verte, il a évoqué la question de la souveraineté nationale et la question de la diaspora des Marocains du monde, du Marocain de l'étranger. C'est dire l'importance qu'on accorde à cette communauté, aux diasporas des Marocains. Pourquoi? Parce qu'on sait leur importance et la force et le rôle qu'ils peuvent jouer à la fois pour la défense de la souveraineté marocaine, mais aussi pour participer à l'effort de développement de ce pays qui est engagé depuis les 20 dernières années. Vous avez des données sur la communauté, où c'est qu'ils vivent, les nouveaux pays, etc. Oui, la communauté marocaine, existe dans une centaine de pays, essentiellement en Europe, en France, l'Espagne, l'Italie, mais aussi au Proche-Orient, en Arabie Saoudite et ailleurs. Elle est au Canada, en Amérique du Nord, partout dans une centaine de pays. Cette communauté, aujourd'hui, elle est connue par son dynamisme, parce qu'elle participe dans la vie active de ces pays-là, dans ces pays d'accueil. Et qui plus est aujourd'hui, elle est dans les lieux de décision, ce sont des élus politiques, ce sont des industriels, ce sont des ouvriers, ce sont des agents de maîtrise, ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins. Ce sont aussi des gens qui participent à la vie active de ces pays, là où ils vivent. C'est quelque chose de très important, en plus parce que j'ai cette expérience pour avoir géré ce dossier, notamment en France. La communauté marocaine, elle joue un rôle très important parce que c'est un relais important dans la mise en œuvre des politiques d'intégration de ces pays d'accueil dans les quartiers de ce qu'on appelle la politique de la ville et ailleurs. Et on voit bien aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique en France, en Belgique, en Hollande et ailleurs, en tous les cas en Europe, on voit cette richesse, cette présence politique des élus de toute obédience. Il y a des gens de droite, du centre, de gauche, et qui participent au développement de ces pays où ils vivent. On en parlera plus en détail avec vous. Donc, Jamal Belharach, même question, en état des lieux. Est-ce qu'on peut parler de diaspora? Vous allez commencer par apporter une réponse à cette question avant de revenir vers vous. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que le discours de Sa Majesté du 6 novembre n'est pas le premier, puisque dès son avènement sur le trône, il avait exhorté, il avait communiqué avec la communauté marocaine à l'étranger dès 1999, et ça avait beaucoup impacté. La preuve, depuis ce temps-là, les transferts n'ont pas cessé d'augmenter. Ensuite, il y a eu le fameux discours de 2022, pour lequel je voudrais insister ici, c'était déjà la première fin de la récréation en disant on doit repenser le paradigme stratégique de la relation avec la diaspora, et donc il avait engagé, il a demandé, il a exhorté l'exécutif à proposer une feuille de route.
Dès lors, des commissions interministérielles ont vu le jour, ont bossé, etc. Et on attendait une feuille de route, d'accord ? Force est de constater que cette feuille de route n'est pas venue à temps. Et là, je pense que le 6 novembre, c'est vraiment le point d'orgue d'une nouvelle vision forte que la communauté attendait. Et pour la petite anecdote, c'est Aziz, 3 semaines avant, j'étais à Dreux, chez mes parents, j'étais avec ma famille, mes cousins, etc., donc toutes les générations qui étaient réunies. Et en amont du discours, toutes ces personnes ont vraiment, et continuent à le faire d'ailleurs aujourd'hui, expriment non seulement un désir de Maroc, mais un désir de mieux connaître le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, la diaspora, à part les vacances, etc., comme on a tous connu, ne connaît pas son évolution, ne le voit pas vraiment tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il a muté, le Maroc. Et à partir de là, le rôle de la diaspora demain dans ce développement à continuer et à accélérer, il devient évident. Non seulement dans la communication sur les sujets stratégiques comme la souveraineté nationale, comme l'a évoqué Sa Majesté, mais aussi dans les autres domaines sur lesquels j'espère qu'on reviendra. Mais cette communauté-là, elle a changé. On est quasiment à la 4e, voire la 5e génération demain. On est passé d'une grosse population de col bleu à une population de col blanc, bien évidemment. Je ne reviendrai pas sur les éléments qu'a abordé mon ami Sidi Mohamed, mais 90% de la population est en Europe. Avec une diaspora qui n'est pas une diaspora. Et ça va me faire le lien pour répondre à votre question, c'est Aziz. Il y a des diasporas. La diaspora en France, marocaine, ne ressemble pas à celle qui est en Italie ou en Espagne. D'abord, l'historique de l'immigration est différent. Le profil est différent. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit aussi regarder ce concept avec une spécification, une segmentation des cultures et des fonctionnements des sociétés anglaises, allemandes, espagnoles, néerlandaises, belges, etc. etc. Sinon, on ne pourra pas décider une véritable stratégie. Et chemin faisant, aujourd'hui, on ne peut pas décliner une stratégie future si on n'a pas une compréhension réelle qui est cette diaspora, comment elle fonctionne, quelle génération, quel métier, etc. Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, que je mets sur la table pour les futurs décideurs des structures, Inch'Allah, demain, qui seront à la tête de ça. Maintenant, pourquoi diaspora ? Revenons à une base étymologique. Une diaspora, c'est une communauté qui vit à l'international, à l'étranger. Moi, j'ai toujours été contre le concept de MDM parce que c'est un produit qui est né d'une banque ou des banques. Les Marocains ne sont pas des produits, c'est des êtres humains qui vivent dans des conditions parfois faciles, mais parfois difficiles, souvent très difficiles. Et donc, c'est une diaspora à laquelle il faut porter attention. Et c'est ce qu'a fait Sa Majesté tout au long. Et le 6 novembre, c'est une injonction pour l'exécutif et pour l'ensemble de la partie de la société civile à dessiner une nouvelle feuille de route. Donc, pour moi, le concept et le mot diaspora a tout son sens, d'autant plus que on peut être de différentes confessions, etc., etc. La preuve, dans les chiffres, souvent on oublie, je dirais, de citer aussi nos Marocains de confession juive, qui sont de l'ordre de 800 000 à 1 million aujourd'hui à travers le monde. Et je pense qu'il y a un vrai sujet statistique, mais ce n'est peut-être pas l'objet du débat. Alors, on va laisser Sidi Mohamed Abdi aussi répondre à ça. Diaspora avec S, diaspora sans S, ou tout simplement communauté des Marocains résidant à l'étranger? Non, diaspora tout court, parce que le mot est chargé d'émotions, ça renvoie à l'exil, ça renvoie à des situations qui sont chargées d'émotions. Moi, ça ne me dérange pas. Peu importe, il s'agit des Marocains qui se trouvent en dehors du Maroc. Et aujourd'hui, les 70% de ces Marocains qui sont en dehors du Maroc, ils sont âgés de moins de 45 ans. Et 20% de cette population est née hors du Maroc. Dire le changement, la mutation, la transformation stratégique de cette communauté qui nous oblige à réfléchir autrement et à définir une stratégie. Mais la stratégie, elle est dans le discours de Sa Majesté. Le constat, elle est dans le discours de Sa Majesté, celui de 2022 comme celui de 2024. Quand tu dis chevauchement des institutions et des contributions de ces institutions, le souverain pose une feuille de route. Le constat, il a été fait dans le nouveau modèle de développement. Je vous invite à lire, c'est quand même une dizaine de pages. Je l'ai lu plusieurs fois. Voilà, c'est le nouveau modèle, il a défini à la fois le constat. Vous avez parlé tout à l'heure, Mohamed Abdi, de 90% de la population marocaine vivant à l'étranger réside en Europe. Est-ce qu'il y a des mutations sociologiques au sein de cette population et des mutations géographiques? Parce que quand vous parlez de 90%, ça laisse 10%. Je me rappelle de mémoire, nous sommes deuxième trimestre 2020, le Covid s'est déclaré. Sa Majesté avait pris la décision de rapatrier les étudiants qui étaient dans une ville qu'on ne connaissait pas tous, qui s'appelle toujours Ouane. 200 étudiants marocains.
Oui. À peu près. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement un élargissement, une extension de l'espace géographique. Dans 100 pays au monde, il y a des Marocains qui existent. Aujourd'hui, il y a des Marocains qui existent dans des petites villes de pays de l'Est, qui sont même une communauté importante dans certains pays, en Ukraine. Et on a vu dernièrement, pendant les hostilités, qu'il y avait une communauté marocaine qui vivait, non pas Kiev, mais dans d'autres villes. Moi, je pense qu'il y a un changement structurel, notamment cette population, elle est jeune, de plus en plus jeune, donc qui aspire à la modernité, qui veut des outils de modernité. Elle est de plus en plus féminine, elle est de plus en plus diplômée, elle est dans les lieux de pouvoir et de décision, partout. Nous avons des exemples, vous avez des Marocains qui sont partis, par exemple, d'Oujda, pour se retrouver aujourd'hui à la NASA comme des chercheurs. J'ai croisé aussi des Marocains dans l'exercice de mes fonctions qui sont partis du sud du Maroc pour se retrouver dans des grandes institutions qui travaillent sur des sujets pointus. Cette migration, cette population marocaine et étrangère a fondamentalement changé. Et aujourd'hui, ce changement, cette mutation nous oblige à réfléchir autrement pour essayer de redéfinir des politiques publiques. Et c'est pourquoi quand Sa Majesté parle de chevauchement des institutions, parce qu'il donne des indications précises pour essayer d'agir. On va revenir à ce chevauchement. Vous l'avez utilisé 2 fois. J'ai l'extrait de discours de Sa Majesté du 6 novembre 2024. Mais avant, je voudrais avoir votre réaction sur ces différentes mutations sociologiques et évolutions géographiques. On ne va plus uniquement en Espagne, en France, en Hollande. On va un peu partout. Je pense qu'il faudrait rappeler quelque chose, c'est que l'évolution démographique en général est un vrai sujet pour l'ensemble des pays du monde. Et si je prends la communauté marocaine dans cette évolution démographique, elle est de plus en plus jeune, de toute façon. Et un élément important sur lequel, c'est Aziz, on doit un peu mettre l'emphase, c'est que les mariages mixtes se développent de plus en plus au niveau de l'international, au niveau des Marocains et des Marocaines. Et cette évolution-là, je dirais, du lien du mariage, fait que, intellectuellement, socialement parlant, cette communauté est en train d'essaimer, est en train de ruisseler dans différents environnements, qu'ils soient géographiques ou professionnels. D'accord ? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau. Je rappelle encore une fois, moi je fais partie de la 2e génération, mon père, bien sûr, la première G, etc. C'est davantage l'école bleue, etc. Et aujourd'hui, cette mutation sociologique, qu'est-ce qu'elle a comme impact ? On est à la 5G ? La 5G, oui, bientôt la 5G. Mais d'abord, des gens essayons de gérer la 3e et la 4e, et la 5e va arriver plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans l'ensemble des milieux professionnels, on retrouve de plus en plus cette communauté marocaine. Et comme le disait tout à l'heure Mohamed, à juste titre, c'est qu'on les retrouve dans toutes les sphères, de tous les secteurs d'activité. Et donc, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire que c'est un asset, un actif pour le pays qu'on doit pouvoir, entre guillemets, je dirais, actionner pour pouvoir développer cette influence marocaine en fonction des sujets qui nous intéressent. Mais en même temps, il est important que cette communauté-là soit aussi accompagnée dans son pays, je dirais, de là où elle vit aujourd'hui, parce qu'elle est souvent isolée. Aujourd'hui, cette communauté a besoin de plus. Il faut accompagner ces leaders d'opinion qui ont besoin d'impacter dans leur environnement, là où ils sont aujourd'hui. La preuve, si on prend la Hollande ou la Belgique, c'est là où il y a le taux d'intégration politique, me semble-t-il, plus que la France davantage, parce qu'on voit beaucoup moins de gens aux commandes. Mais dans les arcanes, on peut retrouver quelques Marocains, je dirais, d'origine. Et pour moi, cette sociologie-là nécessite aujourd'hui, encore une fois, une identification, justement. C'est pour ça qu'on a besoin d'une vraie étude aujourd'hui qui nous permettrait de mieux comprendre comment est dispersée cette communauté, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, et surtout, quelles sont ses attentes. On ne peut pas développer des plans d'action sans tenir compte de ça. Et Sa Majesté, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut toujours ramener à ces 3 éléments. 99, encore une fois, 2022 et le 6 novembre dernier, c'est une véritable rupture avec la mise en place de ces 2 institutions-là. Alors, quand vous parlez d'études, il y a eu une excellente étude qui a été faite par le CESE, que vous connaissez bien entendu, en novembre 22, sur les liens intergénérationnels de notre communauté avec le pays d'origine. Très intéressant, sur 60-70 pages, mais très intéressant, avec énormément d'informations et de chiffres. Mohamed Abdi, vous parliez tout à l'heure de chevauchement. Je vais vous lire l'extrait du discours de Sa Majesté du 6 novembre 2024. Alors, afin de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère patrie,
Nous avons décidé d'opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Les institutions concernées seront ainsi structurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l'éparpillement des intervenants et afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. Fin de l'extrait du discours de Sa Majesté. Comment analysez-vous ça ? Non, mais ça souligne l'importance qu'on accorde à cette communauté. Sa Majesté, c'est toujours au cœur des interventions de Sa Majesté, de la feuille de route donnée par Sa Majesté. Je vous donne un exemple. La communauté marocaine, c'est une des rares communautés marocaines à l'étranger qui est consacrée au sein de la Constitution marocaine. Oui. L'article 17, l'article 18 et l'article 163 qui accordent une institution dédiée, constitutionnelle dédiée à cette communauté-là. Dire l'importance de la communauté marocaine au sein de la réflexion, au sein de la Constitution, au sein des préoccupations des politiques publiques au Maroc. Quand le dernier discours du souverain, il nous oblige, il exige qu'on ouvre une nouvelle perspective, une nouvelle étape, parce que cette communauté, justement, a changé, a évolué. C'est pourquoi, si jamais l'ENA, je fais très attention à l'utilisation du mot accompagnement, parce que accompagner, ça veut dire, non, cette communauté n'est pas fragile, cette communauté a un savoir-faire, ce sont des talents, ils ont les moyens, ils ont l'ambition et surtout l'envie, le désir de faire quelque chose et de garder cet entretien. Non, peut-être que Jamal expliquera ça lui-même s'il veut, mais peut-être qu'en disant accompagnement, c'est accompagner dans un pays où ils n'ont pas l'habitude de fréquenter l'administration. Les banques, c'est d'abord faire des choses ils sont en Italie, ils sont en Hongrie, ils sont ailleurs. C'est d'abord faire des choses, entreprendre des choses et des actions pour répondre à cette envie, à ce désir de cette communauté de garder le lien et de garder ce lien avec le pays, avec le Maroc et surtout, c'est Aziz, avec les territoires, avec les villages, avec les villes. C'est très important parce que quand on regarde les investissements qui se font par la communauté, ils vont chaque fois dans les villages, dans leurs villes pour entreprendre. Et je pense cet attachement au territoire, à la terre, au lieu de naissance, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut travailler. Mais il faut aussi adapter nos réflexions par rapport aux changements, aux mutations que connaît cette population, cette communauté marocaine à l'étranger. La jeunesse, ils veulent des outils de modernisation. Les femmes, il faut les attirer, il faut créer des dispositifs pour renforcer leur émancipation, pour essayer de faciliter leur lien avec le Maroc. Pour les seniors, il faut travailler sur le lien culturel, sur la question de religion. Je crois qu'il va falloir faire cette analyse précise pour essayer de moderniser nos politiques publiques pour apporter une réponse adaptée et segmentée. C'est pour ça que Sa Majesté parle de la nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté. Quand on parle des affaires, ce n'est pas les affaires financières, c'est tout sauf les affaires financières, c'est autre chose. C'est clair. Moi, je crois que le millefeuille institutionnel dont a parlé Sa Majesté, c'est le sujet. C'est le sujet. Et je voudrais rappeler quand même ici que quand on parle de la diaspora, on parle à peu près, bon an, mal an, des 6 millions de Marocains qui sont étrangers. Ce n'est pas tous des start-upers, ce n'est pas tous des investisseurs, c'est plusieurs types de Marocains. Et ils ont tous besoin de quelque chose de précis. Le rôle de cette nouvelle stratégie, c'est vraiment de s'adapter, de faire du sur-mesure. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Si demain, nous mettons la technologie au cœur de notre dispositif stratégique, on pourra répondre à ça. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est cette notion, entre guillemets, d'accompagnement dont parlait Sidi Mohamed à l'instant. Bien évidemment qu'il faut de l'accompagnement. Nous, je rappelle que la Maison de la Diaspora, on a eu l'idée en 2021, on l'a créée en avril 2022, et on a eu une chance extraordinaire, c'est que Sa Majesté a fait ce discours qui nous a boostés. L'objectif de cette Maison de la Diaspora, c'était quoi ? C'était d'accompagner les investisseurs de la diaspora, ceux qui voulaient venir travailler, mobiliser les compétences et bien sûr accompagner tous ceux qui avaient besoin d'une lecture différente. Je rappelle, et je voudrais insister là-dessus, ce sont d'abord, si je prends l'exemple des Français, ce sont des Français d'origine marocaine, je parle de la 4e, voire la 3e et 4e génération. Donc ça veut dire que leur logiciel de pensée est complètement différent du Maroc ou du Marocain qui n'est jamais sorti ou qui a voyagé. Donc aujourd'hui, il est nécessaire que cette feuille de route auquel nous a invité Sa Majesté aujourd'hui, à juste titre, soit pas
penser à l'aune ou avec le logiciel d'hier, mais bien au contraire avec le logiciel du futur. Et pour ce faire, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient associées à une réflexion collective, en mode intelligence collective, comme on gère les entreprises aujourd'hui. Et l'autre point qui me semble vital, c'est la société civile, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, qui doit être complètement dans une démarche inclusive parce qu'ils ont des choses à dire de l'autre côté. Donc ça, c'est important. Et l'autre point, par rapport au transfert, justement, ce que je voulais rebondir sur un propos de Si Mohamed tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la notion de territoire est fondamentale. Parce que la plupart des gens, quand ils envoient de l'argent, ils l'envoient aux familles qui sont restées au Maroc, dans les territoires. C'est comme ça qu'ils nourrissent, enfin, qu'ils aident, en tout cas, leur famille d'origine à rester, entre guillemets, dans un niveau social acceptable. Et donc, le rôle des régions va être fondamental dans ce nouveau dispositif. Et c'est pour ça que le millefeuille institutionnel, qu'il va falloir réduire à un moment donné, n'obère pas le fait qu'il faille inclure l'ensemble des acteurs, parce qu'ils auront tous un rôle à jouer aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, pour moi, le point nodal, c'est un nouveau logiciel pour aborder ces enjeux-là et ne pas le faire avec l'ancienne démarche et inclure un maximum, encore une fois, d'ONG ici et de l'autre côté. Ils sont en train de nous regarder certainement, ils ont plein de choses à dire et la technologie permet aujourd'hui de solliciter qui on veut, quand on veut, à l'heure qu'on veut. Tout à l'heure, vous parlez de territoire, Si Mohamed El Abdi. Jamal Belharaj a parlé de région. Hors antenne, on parlait aussi de la 13e région. Donc, on est dans la régionalisation, on est dans la territorialisation. Si Mohamed El Abdi, alors, quand Sa Majesté parle du mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger, comment voyez-vous ce mécanisme? À quoi il pourrait servir? Comment il pourrait servir? Et osons la question du retour. Quand on parle de mobilisation, ça peut être une mobilisation pour les causes nationales à partir de leur pays de résidence ou un éventuel retour. Vaste question, je le sais. Oui, c'est Aziz, mais aussi tout simplement mobilisation des compétences pour prendre part dans le développement du Maroc et du territoire et des régions au Maroc. Je vous donne un exemple. L'ensemble du gouvernement aujourd'hui est mobilisé pour la question, la problématique de l'Haouz. Il y a une agence qui se crée, qui se met en place sur la question de l'Haouz. À cette occasion, on a vu la solidarité des Marocains, de la diaspora marocaine à l'étranger. Et pour répondre à la question du transfert, de la mobilisation et de la participation financière, pourquoi ne pas créer une espèce de diaspora bande pour essayer, c'est-à-dire des obligations d'État qu'on lance sur le marché. Voilà, réfléchir et enrichir le transfert financier qui se fait au travers des renvois pour les familles, d'aller au-delà et de créer un produit financier qu'on peut appeler diaspora, à l'image de ce que fait le Maroc comme les green bonds, pour développer les territoires. Parce que ces Marocains de l'étranger sont attachés à leur village, à leur ville. Ils sont attachés à leur... Et donc, on peut le faire, c'est facile. Et en plus, on a les compétences ici au Maroc de faire ça. Et donc, voilà des exemples pour essayer de déployer ces compétences des Marocains. Au travers de ça, on peut mobiliser demain, donner envie aux médecins marocains qui sont dans les hôpitaux en France, en Belgique, partout en Europe. Ce sont à peu près 12 000 Marocains à l'étranger et qui peuvent venir, parce qu'au Maroc aujourd'hui, on est en train d'asseoir définitivement ce qu'on appelle l'État social, avec une protection sociale, avec l'aide directe, tout ce mécanisme que beaucoup de pays au monde ne connaissent pas. C'est un travail énorme que le Maroc est en train de faire pour asseoir ce qu'on appelle l'État social, mais en définitive, c'est pour asseoir définitivement ce que l'État de droit et une société de droit au travers ces mécanismes-là. Tout ça, je pense, c'est très important et ça donne la possibilité à cette diaspora de venir, d'apporter de ces ingénieurs, de ces techniciens de la chose, de ces médecins, de ces professeurs, de venir et d'apporter leur pierre à l'édifice parce que le Maroc connaît un grand mouvement à tous les niveaux. Alors, Jamal Belharaj, je vais essayer de fusionner deux questions, puisqu'on part sur le mécanisme de mobilisation des compétences. Mohamed Abdi parlait du Maroc qui s'équipe, qui se structure, qui se développe, qui ose aller vers les nouveaux métiers, qui propose de nouvelles solutions. Premier constat. Deuxième constat, il y a une forme de retour aussi qui se dessine, qui est encore très timide, mais qui se dessine. Comment mêler tout ça avec ce mécanisme de mobilisation des compétences, aussi bien là-bas qu'ici? Alors, là-bas, c'est large.
Je vais vous donner un scoop. Ah, on aime les scoops, les journalistes. Ouais, vous donner un scoop. Le monde a changé. Ah, merci. On n'avait jamais remarqué ça. Plus sérieusement, le monde a véritablement changé. Et bien évidemment que la diaspora, elle a aussi changé. On a eu la chance, encore une fois, que ce n'était pas prévu. Le 7 novembre, le lendemain du discours, on a organisé avec la Maison de la Diaspora ce qu'on a appelé les Diaspora Talk à Casablanca. On a reçu 150 jeunes, 150 personnes. Parmi ces personnes, il y avait des gens qui étaient rentrés depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, etc. La réponse à la question à laquelle qu'on a posée, pourquoi vous êtes rentrés? On est rentrés parce que d'abord, on a envie de vivre dans notre pays avec nos enfants, parce qu'on veut que nos enfants vivent dans un modèle social qui nous correspond. On est rentrés parce qu'on a des projets. On est rentrés parce qu'on veut mettre à disposition nos compétences, etc. Donc ça, c'est pour vous dire juste le contexte de ce monde qui a changé, pour lequel le Maroc doit, encore une fois, être suffisamment ouvert à la question, va-t-il y avoir un retour? J'ai vu dans certains magazines que, ça y est, l'exode, les Marocains du monde vont rentrer au Maroc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des expériences, il y a des gens qui veulent rentrer, qui vont rentrer. Est-ce que vous avez des chiffres Aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre qui circule nulle part. Par contre, je peux vous donner un chiffre. J'ai un ami qui est dans l'immobilier, qui travaille sur Mohammedia, qui m'expliquait il y a quelques semaines, qui me dit « Jamal, tu sais, j'ai un truc bizarre. Il y a des gens du sud de la France, il y a à peu près une quinzaine de familles que je suis en train d'installer. » Donc, bien sûr qu'il y a des... C'est évident. Mais le but, quand je parle de ça, je parle de quoi? Je dis qu'en termes de mobilisation des compétences, il faut tenir compte de ce monde qui a changé et de la technologie. Un exemple concret. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre site web en Australie par quelqu'un qui est en Australie. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? Je dis simplement que la politique de mobilisation, c'est d'abord l'identification en fonction des besoins que nous avons. Nous, notre pays doit dire, voilà les compétences dont on a besoin aujourd'hui. C'est important. À partir de là, si on ne les a pas, donc au Maroc, on dit comment aussi on va les chercher. Et ce dispositif... On parle du cas des médecins, par exemple. Bien 12 000 médecins à l'extérieur, 30 000 médecins qui manquent. Mais il n'y a pas que les médecins. Il n'y a pas que les médecins. Je ne parle que du cas des médecins, mais il y a les ingénieurs. Si on parle des médecins, notre pays a besoin de médecins aussi. D'accord? Donc après, il y a une doctrine. C'est ce que je voulais dire. C'est que ce futur plan d'action, sur la base de ce qu'a donné Sa Majesté, sur la base des éléments des langages et des orientations qu'il a données, on devra écrire une doctrine. Et cette doctrine doit intégrer, on va dire, cet équilibre entre aller chercher les compétences quand elles peuvent venir, les garder là où elles sont, mais les faire contribuer, comme ça a été fait pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont contribué à la politique des vaccins, des masques, etc. etc. Donc ça a été exceptionnel. J'ai échangé avec un certain nombre d'experts, en tout cas, et de gens importants au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est là où ça a émergé cette problématique des compétences. Et donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui de concaténer un petit peu, d'abord, nos besoins ici, de les identifier à l'international, de créer un outil qui nous permet de les identifier et de les faire contribuer parce qu'ils veulent contribuer. Et les gens qui sont rentrés aujourd'hui sont venus pour contribuer à un Maroc qui est en pleine mutation. Votre commentaire, dans le même sens, il y a des gens qui veulent revenir. Mais il y a des gens qui partent et qui ont envie de partir, et notamment une jeunesse qui a envie de partir. Pour les uns et les autres, il faut avoir une vision globale. Peut-être qu'ils ne savent pas que l'herbe n'est pas toujours aussi verte ailleurs, comme on dit. Peu importe. Mais pourquoi? Et ce n'est pas une singularité pour le Maroc. C'est un mouvement mondial qui s'appelle la mobilité circulaire. Des gens se déplacent. Ils sont nés au Maroc, et ils peuvent aller, revenir, mourir au Maroc ou vice-versa. C'est une mobilité, c'est un nouveau phénomène de la migration internationale, ce qu'on appelle la migration, la mobilité circulaire. On tourne. Les gens qui sont nés en France, ils partent travailler au Proche-Orient, ils reviennent, ils font un tour au Maroc, et puis probablement ils vont repartir aux États-Unis ou ailleurs. Oui. C'est un phénomène qu'on constate, c'est un phénomène nouveau. Le monde change, comme disait le monde change. Nous, on doit travailler sur une chose. C'est pourquoi je pense qu'au Maroc, sincèrement, et au Maroc, les bases sont posées pour faire quelque chose de très moderne et très important. D'abord, au niveau de la Constitution, j'ai rappelé l'article 17, 18, 163. Mais aussi au travers des politiques publiques qui sont prises pour essayer à la fois d'accueillir ceux qui veulent revenir au Maroc. Je vous donne un exemple. Depuis le discours de Sa Majesté, il y a un industriel de la place de Casablanca très connu, lui-même faisant partie de ce qu'on appelle les Marocains du monde, un grand industriel qui emploie énormément de gens. Il a pris une initiative pour mettre une plateforme digitale qu'il a appelée Maroc Connect
pour donner la possibilité à tous ceux et celles qui ont un projet ou le désir l'envie de venir, de consulter cette plateforme pour venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons travailler sur la mise en place d'une banque de données pour savoir quels sont les besoins du Maroc dans tous les secteurs et essayer de les croiser avec les talents et les compétences de l'étranger. Une expression importante, banque de données. Oui, c'est exactement ce que... Connais-toi toi-même, on connaît l'expression. C'est exactement ce que j'ai exprimé tout à l'heure. L'expression de besoin et matching avec, je dirais, les compétences disponibles pour notre pays. Encore une fois, le monde change et on doit agir avec une certaine célérité. Si Mohamed parle de migration, de mobilité circulaire, bien évidemment, à condition que la réglementation évolue. Et je pense que là-dessus, il sera tout à fait d'accord avec moi, s'agissant de l'office d'échange. C'est l'exemple que je donne tout le temps. Jamal Belharash, il est venu, 3-4 ans, il a monté un business, il a fini, il va repartir, il va revenir. Mais il faut que ses revenus, son argent, voyagent avec lui. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui d'accepter de penser quelque chose de nouveau. Bien sûr que l'objectif, ce n'est pas de créer une citoyenneté, 2 niveaux de citoyenneté, mais quand je dis ça, c'est juste pour dire qu'on doit être très, très, très ouvert, très agile et très innovant dans cette nouvelle doctrine qui concerne la diaspora. Ils n'ont pas le droit de faire ça, vous êtes sûr? Ah non, je vous le signe, je vous le signe. Je vous le signe, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Sinon, il y a longtemps, aujourd'hui, Paul, mon voisin, moi, Jamal, on travaille, c'est nos revenus, on peut, parce qu'on est considéré comme Marocain à 100%, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est pas de dire « Ah, c'est pas normal ». Ce qu'il faut simplement dire, c'est que comme le monde change, comme on a besoin d'écrire une nouvelle doctrine s'agissant de la diaspora sur la base de l'orientation de Sa Majesté, il faut qu'on accepte d'être suffisamment innovant et agile. Et le mot qui est à la mode, entre guillemets, dans la tech, c'est disruptif. La stratégie doit être pensée de manière disruptive, pas reprendre un logiciel ancien, comme je l'ai dit, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on doit aller vite, parce que de l'autre côté, ils nous attendent, entre guillemets. Ils nous attendent parce que ça va très 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 vite et le Maroc a besoin, entre guillemets, comme disait Sa Majesté, de tous ses enfants. Ils ne sont pas en dehors de la nation, ils sont dans la nation. Et l'aspect constitutionnel vient simplement poser le cadre. Et ça, c'est important. Alors, vous avez parlé d'argent, d'investissement, de mobilité. Je commence par vous, si Mohamed Abdi, avec un autre extrait du discours de Sa Majesté. Nous avons également à cœur d'ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la communauté qui sont désireux d'investir dans leur pays. En effet, il est inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10%. Fin de l'extrait. Ce sont à peu près 115, 120 milliards, 110 milliards, bon an, mal an, qui sont transférés d'étrangers vers le Maroc, soit à peu près 8% du PIB. Comment transformer donc la destination de ces investissements qui vont essentiellement à la consommation, vous le disiez, ou à l'immobilier? D'abord, la consommation, l'agriculture dans une moindre mesure. Moi, on peut transformer ça, parce que c'est quand même... Tout à l'heure, j'ai parlé d'un instrument financier, d'un véhicule financier qui est les diaspora bonds, pour essayer... Je pense que les pouvoirs publics travaillent sur ces questions-là. Moi, je sais, l'Agence marocaine de développement d'investissement et d'exportation, elle a une équipe dédiée sur cette question-là. Ils travaillent, ils sont en contact permanent avec des relais, avec des personnes relais, des personnalités relais, mais ils sont à même aujourd'hui de répondre à... Certes, il faut accélérer la dynamique et le processus, parce que le Maroc a des rendez-vous très importants. On ne fait pas ça comme ça, parce que le discours de Sa Majesté, il est clair, il a la force, parce qu'il nous indique une feuille de route précise. Le Maroc a des rendez-vous très importants, un rendez-vous qui va être regardé par le monde entier, celui de la Coupe du monde de football. C'est dans 5 ans. Avec 5 ans, ça passe vite. Un engagement, avec un investissement public jamais connu. C'est-à-dire, on est dans une situation où on va transformer, ce pays va connaître une mutation importante sans précédent. Nous devons accompagner, mobiliser toutes les compétences, et notamment les compétences de la diaspora, pour venir porter cette envie, ce désir, en tous les cas ce changement qui est en cours sur tous les plans, même si nous avons des difficultés à gérer ici et là dans certains secteurs, mais la dynamique elle est là, la volonté, l'ambition, la force
D'où le discours de Sa Majesté qu'il est la question de la souveraineté. Vous avez parlé de banque de données. Est-ce qu'il y a une banque de projets? Vous connaissez bien les gens de oui. dont vous parlez. Est-ce qu'il y a une banque de projets bien qui sûr, serait proposée à notre communauté à l'étranger? Bien sûr, on a une banque de projets à proposer sur du sujet, sur des projets stratégiques d'avenir. L'énergie verte, le propre. Le Maroc se positionne pour devenir, dans les années à venir, un leader en la matière, dans des secteurs d'activité comme l'automobile, avec ce qu'on est en train de penser, de réfléchir, en tous les cas, de mettre en place réellement la production des batteries, où le Maroc peut devenir très vite. Mohamed Abdi, ce sont des projets à plusieurs milliards de dirhams. Moi, je parle de gens qui habitent dans d'autres pays et qui veulent investir 100 000 dirhams, 500 000 dirhams, 1 million de dirhams. Il n'y a pas que les milliards. Et là, on n'est pas dans l'hydrogène, dans la voiture, dans le train. Effectivement, il y a des banques de projets qui sont des projets de taille modeste, de taille humaine, on va dire. De taille modeste, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et il faut leur donner des importances. On est en train de travailler au Maroc sur un dispositif pour encourager la petite et la très petite et moyenne entreprise. Le travail est en cours. Et surtout, il faut se mobiliser. Et c'est le sens du discours de Sa Majesté, pour rien oublier, pour apporter des solutions concrètes, pour pouvoir donner la possibilité à cette communauté qui veut investir avec des petits projets et tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de faciliter, enlever tous les obstacles administratifs. Ça veut dire donner la possibilité à cette communauté, quand ils sont au Maroc, à l'occasion des vacances, d'avoir un contact très facile avec l'administration. Ce sont des réflexions sur lesquelles le pouvoir public travaille actuellement. Et pour vous, c'est Jamal Belharach. Alors, on parle des investissements, des IDE, des fameuses IDE, fameux IDE, investissements directs de l'étranger, etc. Le flux, le stock, c'est une poignée de milliards. C'est toujours important, une poignée de milliards. Mais là, on est en train de parler d'à peu près 10 milliards de dollars, si on devait convertir les 110 milliards de dirhams en dollars. Ça fait quand même beaucoup. C'est 115. 115 millions. Comment 115 l'année dernière, cette année, on va faire encore plus. Comment transformer ça en force de développement, en force d'investissement, en force financière? C'est Aziz, je vous remercie d'avoir dit effectivement que là on parle de gros milliards. Je rappelle que la population diaspora, c'est 6 millions. Dans les 6 millions, il y a quoi? Peut-être, 1% de gens qui auraient des volumes d'investissement importants. Il faut s'intéresser effectivement à ceux qui seraient dans des micro-projets, etc. Je rappelle que le Maroc, son tissu économique, à 98%, c'est de la PME, de la TPE. D'accord? Et on a besoin de mieux structurer ce corps économique et d'y apporter de la nouveauté, de l'innovation et de l'émulation avec la diaspora. Ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le premier point pour moi, c'est d'abord de dire qu'il faille aller vendre le Maroc dans les pays d'accueil, aujourd'hui, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Pas attendre qu'ils viennent pour leur dire tu peux aller là où c'est Eric, etc. Ça, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on a un sujet marketing communication pour vendre l'offre Maroc tel qu'il est en train d'évoluer. Le Maroc d'il y a 97, le mien à aujourd'hui, n'a plus rien à voir. Donc le premier point, c'est de dire qu'est-ce qu'on va aller vendre à ces Marocains qui peut-être ont des projets et donc leur faciliter la vie. Le premier point, et c'est Mohamed l'a dit. Le deuxième point, il ne faut pas que les Marocains qui nous écoutent et qui viennent en vacances viennent dans un enfer administratif. Il faut que tout soit réglé en amont, dans les pays d'accueil. Et encore une fois, le digital permet de le faire. Pour moi, le digital est au cœur du dispositif futur. Et donc, pour moi, ça veut dire que demain, l'investissement, pour répondre à votre question, la plupart du processus doit être réglé en amont avant qu'ils arrivent. Ils doivent venir uniquement quasiment pour concrétiser. S'ils doivent venir pour légaliser un papier, etc., c'est anormal en 2024 dans un monde qui a changé. Le troisième point, bien évidemment, qu'aujourd'hui, effectivement, on pose la question pourquoi il n'y a que 10% et Sa Majesté l'a posé clairement dans le discours. Je vous donne la même réponse. C'est qu'aujourd'hui, pour eux, c'est plus safe et qu'ils ne connaissent pas vraiment quels sont les autres secteurs sur lesquels ils pourraient investir. Et parfois, ils disent « je ne prendrai pas de risque ». Je vous ai parlé tout à l'heure en début d'émission de la semaine que j'ai passée chez mes parents à Dreux avec mes cousins, etc. Un d'entre eux me dit « mais ouais, vous parlez, mais quand on vient, c'est la galère ». Comme ça, c'est la galère. Je dis « quelle galère tu parles ?»« Ouais, c'est compliqué, truc ». Je lui dis « mais de quoi ?» Parle plus concrètement, bien évidemment, à part des exemples. Les mots qu'on connaît. Force est de constater qu'ils ont raison, parce que d'abord, ils ne connaissent pas. Et tout à l'heure, tu l'as dit, à force de... le Maroc a bougé quand même. Il y a des choses qui marchent. Mais il y a des choses, entre guillemets,
il y a le savoir-faire du Maroc qui a évolué, mais le faire-savoir du Maroc n'a pas évolué. On ne sait pas communiquer avec notre diaspora. Et donc aujourd'hui, encore une fois, il faut mettre en place des vraies stratégies de communication et de marketing pour vendre l'offre au Maroc. Et, question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, à ces compatriotes qui veulent partir du Maroc. La question qu'il faut se poser, c'est pas « Ah, faut pas qu'ils partent ». C'est quoi l'offre? C'est quoi l'offre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on offre? Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de vie, parce qu'ils n'ont pas de travail, ou parce que quand il y a un travail, ils ne sont pas respectés dans les organisations dans lesquelles ils travaillent. Donc, il y a un vrai problème de management aujourd'hui et de leadership dans nos organisations. Exemple. Et tous les jours, le 7, ça a été abordé. Des jeunes qui veulent venir travailler, qui veulent travailler au Maroc. Ils ne trouvent pas le type de management auquel ils sont habitués. Donc là aussi, il y a un vrai problème de leadership dans les organisations publiques ou privées. Donc ça veut dire qu'accueillir cette diaspora, ça veut dire qu'il faut être prêt à l'accueillir et d'accepter qu'elle soit différente. Et non pas la stigmatiser parce qu'elle est différente, parce qu'elle parle la langue, parce qu'elle parle l'arabe, etc. Ce n'est pas un problème. Donc gérer la diversité, c'est aussi un des défis du nouveau monde. Depuis 20 ans, nous avons les âges que nous avons, n'est-ce pas? Depuis 20 ans, on a vu, même au niveau sémantique, au niveau linguistique, comment on parle, on ne va pas le dire, mais comment on parlait de nos Marocains à l'étranger, et on voit maintenant comment on en parle. On voit comment ils étaient, donc première, deuxième génération, qui étaient plus d'école bleue, comme vous aviez dit, à maintenant où il y a de plus en plus de col blanc. Donc il y a eu quand même une évolution. C'est Aziz. C'est très bien que vous abordiez ça. Je suis totalement en désaccord avec vous sur cette question-là. Il y a bien évidemment que là où le rapport a changé, c'est parce que là, on voit bien que la diaspora aujourd'hui fait des transferts. Très bien. Mais la société marocaine, je parle du corpus de la société marocaine, n'est absolument pas encore en lien, parce que ce fameux lien qu'il va falloir retisser et en accélérer, c'est pas encore fait parce qu'il y a encore... On est dans une émission télé. Regardez comment les médias, quand ils veulent agrémenter leur reportage ou même dans la presse économique, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours la descente du bateau, la voiture avec le porte-bagages. J'étais en train d'y penser, figurez-vous, j'étais en train d'y penser maintenant pour les illustrations, et je me suis dit, ouais, on aurait passé les bateaux, mais qu'est-ce que vous voulez passer d'autre? Un Marocain qui se balade à Lyon ou à Dortmund? Mais non, mais parce que ce Marocain de Dortmund, qui est en train de travailler quelque part. Ce Marocain de Dortmund, c'est Aziz, il est ingénieur, il est artiste, il est médecin, etc. Oui, mais je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Mais est-ce que vous avez déjà vu une image comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, mais il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Il y a des Marocains médecins, il y a des Marocains ingénieurs, mais il y a des Marocains ouvriers, il y a des Marocains chômeurs dans les pays d'accueil. Oui, mais l'image du bateau n'est pas valorisante. La réalité de la communauté marocaine à l'étranger, ce n'est pas que des médecins, ce n'est pas que des ingénieurs, c'est une réalité qui est à l'image de la population marocaine. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui sont en difficulté, il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Moi, je pense qu'il faut faire très attention parce que cette diversité n'est pas la source, n'est pas un frein. C'est une richesse. Plutôt, oui. C'est plutôt une richesse. Moi, je pense qu'il faut... Moi, j'ai quitté le Maroc après le bac, je me suis installé, j'ai fait mes études supérieures, et chemin faisant, j'ai pris ma place dans la société où je vivais pour assumer des responsabilités à haut niveau. Mais je me suis installé avec mes fragilités, avec mes inconstances, avec mes origines, sociales, avec ma condition sociale. Et je crois, et que j'ai pas... C'est pourquoi il faut être très clair. Il faut faire très attention de ne pas penser que la communauté marocaine, sont tous que des ingénieurs. Non, mais on ne le pense pas. Et ça, personne ne l'a dit. L'important, c'est la force de la communauté. Et je le dis, je le précise, quand je vous ai dit, au début de cette émission, rares sont les pays qui accordent une place importante au sein de la Constitution à cette communauté. Qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution marocaine? Que l'identité marocaine est plurielle. Et vous connaissez la suite de la phrase. C'est très important. C'est donner la possibilité à cette communauté d'être bien là où il se trouve. Pour ceux qui viennent, bien sûr, c'est jamais qu'il faut travailler, réfléchir, moderniser et surtout mettre en place des outils et prendre des actes pour rendre attractif le Maroc, mais aussi pour apporter une réponse. Et pour ceux qui partent, nous avons aussi l'obligation morale et politique de leur proposer une offre complète, un emploi. Mais l'emploi ne suffit pas. Encore faut-il tracer un chemin, un parcours. Un jeune qui commence à travailler dans une usine d'automobile, il faut lui donner la possibilité
de valider ses acquis, Vous avez de conclu, devenir Mohamed demain Abdi. un ingénieur. Il vous reste exactement 30 secondes. Moi aussi, j'ai un scoop pour vous. Le temps passe. Donc, on a encore 20 secondes pour la conclusion. Allez-y. 20 secondes. Non, moi je veux bien. En tout cas, je suis ravi que si Mohamed dise que la diaspora n'est pas un bloc monolithique. C'est ce que j'ai essayé, en tout cas, de vous expliquer tout à l'heure. Et que le but, c'est de pas de réduire la diaspora simplement à des investisseurs qui ont des milliards. C'est 6 millions de personnes, 6 millions d'âmes avec des besoins différents. Et qu'aujourd'hui, il faut changer de logiciel. Il faut une nouvelle doctrine sur la base de ce qu'a proposé Sa Majesté. Merci Mohamed Abdi d'avoir été avec nous. Merci Jamal Belharch. Merci à vous de nous avoir suivis. Un salut à notre communauté à l'étranger si elle nous regarde et à la semaine prochaine.